Bienvenue dans le grand studio d'RTL. Le grand jury accueille ce soir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro et Éric Revel pour LCI. Je vous rappelle, Monsieur, bonsoir. vous qui nous écoutez, qui nous regardez, que vous pouvez à tout moment commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le mot-clé grand jury. L'actualité de cette fin de semaine est évidemment dominée par la Syrie. Barack Obama temporise. Le Congrès américain va être amené à se prononcer sur une intervention. La Grande-Bretagne s'est retirée. L'Amérique hésite. Comment est-ce que vous jugez la position de François Hollande et de la France dans ce dossier ce soir? Il n'est pas sûr qu'il la maîtrise, sa position, car tout le monde a pu observer de grandes oscillations. Tantôt pour la solution politique, tantôt pour armer les rebelles. Nous allons y mettre des guillemets, car leur identité politique n'est jamais vraiment précisée dans les débats. Tantôt pour intervenir comme ces jours derniers, et puis tout d'un coup, il se retrouve quasi tout seul, aligné sur les éléments les plus durs du système nord-américain. La France isolée? Je sais pas, pour moi, le problème, c'est pas la France, c'est la menace de guerre et la menace terrible qui pèse sur cette zone. C'est une poudrière. Quand vous regardez ce que les pays voisins ont signé ou pas signé dans les conventions internationales, c'est affolant. C'est une zone qui est nucléarisée, du fait d'Israël et peut-être de l'Iran bientôt. C'est une zone où au moins 3 pays n'ont pas signé la convention sur les armes chimiques. L'Égypte, qui est dans la main des Nord-Américains, qui auraient donc déjà pu 10 fois les obliger à signer et à démanteler leurs installations. La Syrie, Israël, qui a signé mais qui n'a pas ratifié. C'est une poudrière. Donc il faut pas y aller, il faut être prudent et sortir de cette attitude un peu simplette qui fait que lorsqu'il y a un abcès de fixation quelque part qui a été désigné par les Nord-Américains, tout le monde se précipite et aussitôt il y a qu'à, comment se fait-il qu'on ne fait pas? Écoutez-moi bien, en 10 ans, il y a eu 1 million de morts en Centrafrique. Les gens qui s'occupent aujourd'hui du sort de la Centrafrique ne savent comment faire pour intéresser l'opinion internationale au désastre de ce petit pays. Il y a eu 1000 morts en Irak, pays dont vous savez qu'il a été pacifié par 3 agressions des Nord-Américains, et l'une d'entre elles, nous y avons participé. Qui s'en soucie? Donc, je propose que de temps à autre, on ait au moins la pudeur de traiter les événements avec le sang-froid qu'ils méritent. Jean-Luc Mélenchon, bon, c'est vrai qu'il y a des foyers terribles un peu partout sur la planète, mais là on parle de la Syrie ce soir, sans intervention. La seule alternative, c'est quoi? Ce sont les moulinets politiques et la poursuite finalement du martyre du peuple syrien? Mais franchement, la question n'a pas de sens posée comme ça, je suis désolé d'avoir à vous le dire. Il y a de nombreux... Je comprends bien que vous la posez comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle est posée tous les jours. On ne cesse d'additionner des fausses évidences. Regardez, par exemple, je vais aller sur le fond. Les armes chimiques. Il n'est une émission de télévision, un article de journal qui ne mentionne pas le fait que depuis 1925, c'est un crime contre l'humanité. Fort bien. Alors comment explique-t-on que si depuis 1925 il y a une convention, en 1993, convention qui n'est jamais mentionnée, on devrait se demander pourquoi, et je vais y répondre dans un instant. En 1993, il a fallu en faire une nouvelle pour décider de détruire des armes chimiques qui pourtant sont considérées comme un crime contre l'humanité. Alexis Brézet. Attendez, juste une petite seconde encore pour terminer. Qui possédait des stocks immenses et n'a toujours pas fini de les détruire? Les États-Unis d'Amérique. Qui ne veut pas signer la convention contre l'utilisation des armes biologiques? Les États-Unis d'Amérique qui refusent le contrôle de ces armes, et ils en possèdent et ils en fabriquent. Et ils continuent à en fabriquer, comme l'a prouvé le petit épisode, si ceux qui nous écoutent s'en souviennent, lorsqu'on recevait chez certains congressistes des lettres avec de l'anthrax dedans, ce qui signifie qu'il y a une production d'armes biologiques qui sont faites par les États-Unis. Est-ce que je peux avoir une réponse à ma mauvaise question? N'allez pas vous fâcher, monsieur Revel. Je me fâche on pas, vous sent tout piqué dès qu'on vous dit un mot. Non, pas du tout. Je vous pose simplement une question. C'est bien de dire il ne faut pas d'intervention. On a du mal à identifier qui fait quoi dans ce pays, on comprend bien. Mais quelle est l'alternative? La discussion politique avec Bachar al-Assad? La discussion avec Moscou? Oui, absolument. Mais il n'y a pas 36 alternatives. Nous, les Français, quel est notre intérêt, si vous voulez bien les considérer 5 minutes? Parce que vous ne me ferez jamais croire à l'angélisme, à la qualité, la noblesse des sentiments de ceux qui tout d'un coup s'émeuvent de ce qui arrive au malheureux peuple syrien. Quels sont nos intérêts à nous, les Français?
c'est qu'en toutes circonstances, ce soit le droit international qui s'impose. Hors du droit, il n'y a que le rapport de force. Par conséquent, tout ce qui va dans le sens du droit international nous intéresse. Alors ça commence par l'ONU. On ne passe pas par-dessus l'ONU. Ça fait des années qu'on passe par-dessus l'ONU sur toutes sortes de sujets. Ça fait des années que le système d'alliance militaire auquel nous participons, l'OTAN, passe son temps à dire qu'il ne s'occupera pas des décisions de l'ONU, que nous fabriquons des G8, des G20, qui sont des aberrations contre les organismes de l'ONU, premièrement. Deuxièmement, on discute, mais enfin, c'est incroyable qu'il y ait besoin de justifier le fait que l'alternative à se donner des coups de bâton, ce soit la discussion. Mais vous en connaissez une autre, vous? Il n'y en a pas. C'est où les coups de bâton ou la discussion. Donc c'est la politique. François Hollande, lui... Mais avec qui voulez-vous discuter? Attendez, monsieur Chapuis, prenons votre interjection, elle est très intéressante. Avec qui voulez-vous discuter quand il y a une guerre, sinon avec les adversaires? Il faut donc qu'ils discutent. Et puis que nous disions la vérité à ceux qui nous écoutent, que nous ne fassions pas semblant de croire qu'il y aurait d'un côté l'abominable Bachar el-Assad, qui a été reçu en France, qui a participé à un défilé du 14 juillet sous M. Nicolas Sarkozy, qui est venu rendre visite à M. Jospin et à M. Chirac, à peine installé au pouvoir. Personne, à ce moment-là, lui disait « Eh, vous, l'affreux, allez-vous-en, vous êtes trop horrible ». Sur l'utilisation des armes chimiques, vous pensez tout de même que c'est vrai ou vous dites qu'il y a un doute que Assad les ait utilisées? Mais alors ça, bon, je n'en sais rien. Moi, je suis ici comme vous. Je sais une chose, c'est que ces rebelles sont fort curieux. Premièrement, nous les recevons en grande pompe à l'Élysée. Et on oublie de leur demander les deux choses qui, à mon avis, sont essentielles. Premièrement, qu'ils nous rendent notre compatriote Didier François, qu'ils ont enlevé. Vous n'en entendez plus parler. C'est tout à fait étrange, cette affaire-là. Nous soutenons des gens qui nous raptent nos journalistes et on n'a rien à dire. Deuxième élément, on ne leur demande pas d'aller s'asseoir à la table de la discussion de Genève 2. Alors, ces gens ont décidé qu'ils n'iraient pas discuter. Et nous, qui sommes intéressés à la paix et dont le président de la République, François Hollande, pérore sur le perron de l'Élysée en disant il faut des solutions politiques, mais il a qu'à lui demander à ce type qu'il est en train de recevoir de lui dire bah écoutez, allez vous asseoir à cette table et discuter. Justement, il va y avoir un débat parlementaire. Parce que quand même, pardon, attendez, ces rebelles, oui mais une seconde, ces rebelles, c'est une appellation qui contient tout et n'importe quoi. Vous avez dedans une opposition laïque, nationaliste arabe, laïque. Celle-là, on ne la voit jamais, on ne lui parle jamais. Qui reçoit-on? Un conseil national qui n'a aucune autorité sur le terrain, où ce sont des milices armées qui dirigent, et où les Qataris et les Saoudiens se livrent à une bataille sans fin de prééminence, parce qu'ils espèrent emporter le plus gros morceau de la dépouille une fois que la bête sera abattue. Ça, c'est la vérité. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne sommes-nous pas intéressés à ce débat pour le poser tel qu'il est? La France n'a pas à entrer dans les fourgons d'une armée qui règle des comptes qui ne nous concernent pas dans cette zone du monde. On l'a compris. Mercredi, quant à Israël, n'a aucun intérêt à ce que cette mercredi, il va y avoir une discussion à l'Assemblée sur cette question. Le Premier ministre, a priori, va dire nous sommes prêts, nous devons intervenir. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait un vote? Eh bien, ça va de soi, non? Alors, ça va pas de soi, c'est pas obligatoire, ça n'est pas prévu par les institutions. Non. J'ai entendu déjà M. Valls soutenir cet argument tout à fait incroyable. Non. La modification de la Constitution, qui d'ailleurs n'est pas très bien faite, mais peu importe. Là, le nouveau texte de la Constitution dit que le gouvernement est obligé de passer au bout de X délai devant le vote de la... Mais il n'est pas dit, il lui a interdit d'y aller avant. Donc ça n'est pas obligatoire, c'est une possibilité. Ah oui, mais commençons par le dire. Par conséquent, ce n'est pas vrai qu'il respecte la lettre de la Constitution, il respecte son aspect le plus brutal et le plus anti-parlementaire. Le gouvernement peut à tout moment inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée, si c'est une question si grave, si importante, et elle l'est, alors l'Assemblée nationale, les représentants du peuple français ont à donner non seulement à écouter l'avis du Premier ministre, qui est bien bon de venir le leur donner, mais d'exprimer par un vote personnel ce qu'eux-mêmes pensent de cette affaire. Alors les Anglais auront voté, les Allemands vont voter, les Nord-Américains vont voter. Le seul pays où on ne vote pas et où une personne toute seule décide, c'est nous les Français qui avons pourtant fait la grande révolution de 1789. Vous savez très bien que la Constitution française donne au couple exécutif, article 15, article 21, cette décision est uniquement au couple exécutif. L'article 15, il dit c'est le chef d'État, le chef des armées. Le président, le chef des armées. Et l'article 21 dit c'est au Premier ministre de faire la politique de défense nationale. Oui. Donc vous faites comme si la Constitution n'existait pas. Mais pas du tout, je ne fais pas comme si la Constitution, mais c'est une république dans ce pays, vous avez dû en entendre parler. Donc la responsabilité de la défense, le chef de l'État, prenons ce cas, comme ça on ne va pas planer dans un juridisme abstrait. Le chef de l'État est chef des armées. Très bien, nous sommes contents. C'est un civil, c'est pas un militaire. Et alors,
Il a le droit de décider la guerre tout seul. Non, ça c'est la monarchie, ça. Et c'est une des choses qu'on a reproché à la monarchie, c'était que le monarque déclenchait des guerres pour des raisons de famille. Donc le président de la République est le chef des armées, il n'est pas le monarque qui décide de la guerre. Il conduit les armées pendant la guerre. Mais la guerre ou la paix, c'est le Parlement qui le décide. Jusqu'à présent, c'était le président. Jusqu'à mais enfin, à la première invasion de l'Irak, vous avez de la mémoire comme moi, on a voté, non? Après coup. Jamais de la vie, cher monsieur. Et c'est bien le problème que ça posait. Le lundi, il y avait Conseil de sécurité, je m'en souviens très bien. Et le mardi, on a voté. Et on a dit, heureusement qu'on vote, parce que sinon la guerre allait commencer sans nous. Hein. Je m'en souviens, je m'en servais comme un argument pour tourner en dérision ce vote de dernière minute. Le président de la République à l'époque était François Mitterrand. C'est vous dire que quelles qu'aient été mes affections tout au long de ma vie, je n'ai jamais renoncé à mes opinions et à ma capacité d'analyse. Je pensais déjà que c'était une bêtise, mais on m'avait promis que grâce à cette guerre, on verrait la démocratie fleurir dans tous les pays du coin. Vous avez vu comme ça a progressé depuis. C'est une catastrophe dont la guerre d'Irak est le point de départ, vous le savez aussi bien que moi. Donc, il n'est pas vrai que le Premier ministre et le chef de l'État, je demande à ceux qui m'écoutent d'avoir un sursaut à vous entendre. Nous sommes des citoyens, pas des sujets. La guerre ne se décide pas à 2 personnes dans un bureau. La guerre est conduite, organisée, dans un bureau peut-être à 2 personnes, encore que pendant la guerre de 14, il y avait un comité secret de l'Assemblée nationale qui, tout le long de la guerre, a conduit les opérations. Donc il n'est pas vrai que le régime parlementaire soit un obstacle à la conduite de la défense nationale de notre pays. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous vous sentez visé par les propos du premier secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir, qui évoquait aujourd'hui l'esprit munichois des opposants à cette guerre? Que puis-je vous dire de ce pauvre garçon? Déjà la dernière fois qu'il a répliqué, il m'accusait d'avoir mâché trop de coca. Maintenant, il parle d'esprit munichois. Allons, allons. Je l'appelle à se ressaisir. C'était plutôt la droite qui visait, mais vous êtes contre l'intervention. Mais ça n'a pas de sens de traiter de munichois quelqu'un qui n'est pas de votre avis. J'ai déjà entendu ça 50 fois. Je rappelle à Harlem Désir que quand il était contre la première intervention dans la guerre du Golfe, au moment de l'intervention à Bagdad, n'est-ce pas? Et que SOS Racisme manifestait dans les rues au cri de Mitterrand assassin. Eh bien, lui aussi n'aimait pas qu'on le traite de munichois. Alors il doit comprendre que ce n'est pas un argument. Répéter l'histoire et considérer qu'Hafez el-Assad, Bachar el-Assad, son fils, représenterait pour nous un danger équivalent à ce qu'était le nazisme est absurde. C'est une relativisation du nazisme qui est intolérable. Il faut prendre la mesure des événements. Ça ne sert à rien, des grands mots comme ça. Et ce que j'en dis, vous l'aurez bien compris, pour ma part, je ne suis pas d'accord avec M. Bachar el-Assad. Je soutiens l'opposition laïque et nationaliste de Syrie. Et d'ailleurs, les gouvernants français n'auront aucun mal à les joindre puisque leur représentant est à Paris. On a bien compris votre position, Jean-Luc Mélenchon, sur ce dossier syrien. Et si c'était moi qui menais les affaires, c'est comme ça que ça se passerait. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit. C'est pourquoi François Hollande est devenu à ce point, alors il est atlantiste depuis toujours, mais à ce point un supplétif des Nord-Américains. Il a signé le traité qui nous place sous les boucliers, sous prétendus boucliers antimissiles des Nord-Américains qui sont un sujet de confrontation avec le monde entier. Il a ensuite, sur un simple coup de téléphone, intercepté l'avion d'un président de la République d'une nation amie, Evo Morales. Et maintenant, le voici qui court devant les fourgons. Quel est le sens de cette attitude? Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Si les gens qui aujourd'hui dominent la coalition de la fameuse rébellion, qui est sur le terrain là-bas, je ne vous parle pas de ceux qu'on reçoit ici à Paris, le lendemain matin, ils sont sur le plateau du Golan parce qu'il n'y a pas eu de paix conclue entre Israël et la Syrie. Ils iront sur le plateau du Golan et légitimement, ils pourront dire « Nous voulons récupérer ce bout de notre territoire national ». Enfin, c'est ça qu'on veut à la fin. Comment vous l'expliquez, cet atlantisme de François Hollande, vous qui le connaissez bien? De la même manière que si... je ne le connais pas si bien que ça, et je ne sais pas qui le connaît, si lui-même se connaît. Mais moi, je peux vous dire la chose suivante. Je sais quel est son tropisme. Vous connaissez le mien. Moi, je suis pour l'indépendance nationale, je suis pour la souveraineté de la France, je pense qu'on est un grand pays, je pense qu'on n'a rien à faire avec les Nord-Américains. Eh ben non, lui, il pense le contraire. Mais c'est un vieux débat. Je vous rappelle que quand la France a quitté, sous l'autorité du général de Gaulle, l'OTAN, qui a déposé une motion de censure contre cette décision? La SFIO. Donc c'est quelque chose qui est structurel chez eux. Ils sont polarisés, mais on l'avait oublié tout ça. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le nouveau Parti socialiste était redevenu autre chose. On avait dit que c'était Nicolas Sarkozy, l'américain. Aujourd'hui, vous nous dites Hollande, il est encore plus pro-américain que Sarkozy. Mais peut-être que la gauche est plus atlantiste que la droite. Peut-être que la gauche est plus atlantiste que la droite. Je ne sais pas s'il est plus pro-américain. Je pense qu'ils sont tous les deux pro-américains, chacun à sa manière.
François Hollande l'est par une espèce de polarisation sur le vieux monde. C'est tout ça, ce sont des dinosaures, tous ces gens. Ils sont dans le vieux monde de la guerre froide, d'avant. Ils continuent à raisonner avec les mêmes tropismes. Bon, on leur parle de la Chine, aussitôt ils prennent tous une tête de décomposé, alors que la Chine devrait être un partenaire avec qui on négocie. Et pendant que nous, on fait de la gesticulation parce que les Nord-Américains veulent qu'on en fasse, les autres s'entendent avec les Chinois. Ils vivent dans le passé. Ils vivent dans un autre monde qui n'existe plus, de la superpuissance de la liberté nord-américaine en face du monstre soviétique. Mais tout ça, c'est fini, il faudrait peut-être leur dire. C'est terminé, on est dans un autre monde. La France doit, au contraire, la France n'est pas une nation occidentale. J'en dis un mot. Nous ne sommes pas une nation occidentale. Nous sommes une nation universaliste. Nous sommes présents sur les 5 continents. La langue française est parlée par 240 millions de personnes dans le monde. Donc ce qui nous identifie, ce n'est pas notre appartenance à ce camp. C'est notre appartenance à l'universalisme. Nous devrions donc nous porter en tête d'une nouvelle alliance altermondialiste pour la paix et la démocratisation de l'ONU. C'est ça qu'il faut faire quand on est un grand pays. Pas courir derrière les Nord-Américains, ça n'a pas de sens.